coaguler et égoutter. Quand je parle d'un lait fermenté, quel type de ferments qui peuvent être utilisés dans une fabrication d'un fromage? Soit on va parler de la fleur banale du lait. C'est une logique. Hein? La fleur banale du lait, elle peut servir en tant que ferment. Mais, est-ce qu'on est sûr de la qualité de ces ferments? C'est pourquoi, au moins en Tunisie, pour ne pas parler d'autres pays, on a interdit la fabrication de fromage à partir d'un lait non pasteurisé. Par conséquent, on ne va plus se servir de la fleur banale du lait. Ça, c'est une réglementation. Pourquoi? On n'est pas en mesure d'assurer une qualité bactériologique satisfaisante du lait. On va avoir un risque très énorme, très répandu. Essentiellement, ces derniers jours, déjà, on a noté un cas, la présence de tuberculose dans le lait, qui peut passer vers le consommateur. Hein? Oui. Est-ce que réellement les fromageries artisanales, ils pasteurisent le lait? Non. La réglementation, elle est là, mais au niveau application, c'est un autre problème. C'est un autre panier. Monsieur, pour le fromage artisanal, on a dit qu'une température importante n'arrive pas à température. Malheureusement. On n'est pas en train de faire même la pasteurisation, même une simple pasteurisation. Juste une thermisation. Et vous voyez une différence énorme entre une thermisation et une pasteurisation. La réglementation, malheureusement, elle est là. Elle interdit la fabrication. Mais au niveau application, on n'est pas en mesure de l'appliquer partout. Mais je vous assure que cette application, elle est en train de prendre. On est en train de prendre des décisions dans ce sens. Mais malheureusement, avec beaucoup de lenteur. Déjà, on a noté un cas, ça fait 10 jours, on a noté un cas de tuberculose chez des consommateurs de fromage à partir d'un lait cru. Car ces germes ils sont détruits par une simple pasteurisation. Vous voyez, il y a des avantages. Donc on essaie de profiter des avantages de cette opération. C'est vrai, elle a une incidence sur la qualité organoleptique et physico-chimique, essentiellement physico-chimique du lait. Mais quand même, elle donne quelques garanties. Donc, quand on parle d'un lait fermenté, on a parlé de la flore qui va donner les caractéristiques de notre fromage. Et certainement, même pour un consommateur simple, il note des différences énormes entre un fromage et un autre. Cette différence se base essentiellement sur quoi? Sur la flore utilisée. Certainement, les fromages peuvent être caractérisés par des présentations très différentes. Il y a des fromages où on note la présence de moisissure à la surface, ceux qui on note la présence de moisissure à l'intérieur de la masse, etc. qui sont caractérisés essentiellement par la flore qui a été choisie. Bien sûr, elle a été choisie suivant nos objectifs en termes de fabrication. Donc, ça pour le lait fermenté, mais on a aussi parlé d'un lait fermenté et coagulé. Au niveau de la coagulation, on parle de deux modes de coagulation. C'est la coagulation lactique ou acide qui se base essentiellement sur l'activité des ferments. Et une coagulation enzymatique, ou appelée aussi présumée, qui se base sur une activité enzymatique. Mais en pratique fromagère, on est en train de joindre ou d'utiliser ces deux modes de coagulation en parallèle. Et on parle de coagulation mixte. Mais au niveau appellation, on parle essentiellement de la partie dominante ou la partie porteur. Quand je parle d'une coagulation enzymatique, lancer cette étape de coagulation. Mais réellement, il y a les deux. Les ferments sont là, l'enzyme est là. Déjà, au niveau classification des fromages, on peut les classer suivant le mode de coagulation. Et voilà, on a deux familles. Hein. La famille du fromage à coagulation lactique et la famille du fromage à coagulation enzymatique. Troisième point, on a parlé d'un lait fermenté, coagulé et égoutté. Égoutté, c'est une séparation plus ou moins importante de la phase aqueuse sous forme de lactocéram. C'est pourquoi une des techniques, c'est le pressage. Une des techniques d'égouttage, c'est le pressage.
Bien sûr, le choix de la technique du boutage, elle est adoptée suivant le mode ou suivant la particularité ou les particularités de notre fromage. Oui, pardon. On peut pousser plus. Bien sûr, on peut pousser plus. Et on va voir tout ça juste lors de la présentation. Donc, je commence par donner les principaux étapes de la fabrication de notre fromage. La fabrication d'un fromage, elle commence d'abord par la partie réception du lait. Réception de la matière première. Certainement, quand je parle de la réception du lait ou la réception de la matière première d'une façon générale, on est dans l'obligation de parler des modes de contrôle ou comment évaluer notre matière première. Quand je parle de la réception du lait, on a un bilan d'analyse qui doit être réalisé. On va faire quelques analyses ensemble dans la salle de début d'après-midi. Notre lait a été réceptionné hier, donc on a déjà fait des analyses, mais on va essayer de le voir. J'ai une méthode officielle, il y a une méthode rapide. C'est un analyseur du lait. Ça, c'est une technique rapide qui peut donner une petite analyse, 9 analyses en même temps. L'antibiotique, c'est pas avec cette technique. Non, mais c'est pas le. Elle donne la matière grasse, la densité, le pH. Rapide, c'est une analyse rapide. Bien sûr, au niveau de l'analyse rapide, les résultats sont plus ou moins fiables, suivant bien sûr la précision de l'équipement. Donc, quand je parle de la réception du lait, un bilan d'analyse qui porte essentiellement sur l'acidité, le pH, la densité, le test d'alcool, le test de stabilité, le test d'alcool, les recherches de certains dangers, tels que le danger chimique, la présence d'antibiotiques ou le hormone ou autre type de fraude. Ce sont des analyses avec une évaluation de la qualité microbiologique par le biais d'un test rapide, c'est le test à la récupération. Pour notre analyse poussée, on peut le faire, mais bien sûr, ils vont prendre un peu de temps, ils vont se faire successivement. Mais on ne peut évaluer la qualité du lait que si on mène un bilan d'analyse qui doit se faire à chaque réception. Une fois on a validé la qualité du lait, notre lait sera traité. Faites attention, toujours, un lait, avant le stockage à l'échelle industrielle, il doit être pasteurisé. Donc, on va mener une opération de pasteurisation. Avec une standardisation. Bien sûr. Tu as du gazage, tu as de filtration. عندي كعبه ولا عندي شوف بشرة ما كانش نعطيك بشرة اجت هزت معنا هزت عندك نعطيك طيب انا مدينة كيف هم 5 Merci. Donc, quand on parle d'une pasteurisation, l'objectif de la pasteurisation, certainement, il est clair partout. La pasteurisation, elle vise la destruction de la flore pathogène et la quasi-totalité de la fromage. Non, on ne fait pas de stérilisation pour la fabrication d'un fromage. On parle d'une pasteurisation. La stérilisation, elle se fait essentiellement pour les laits de consommation. C'est un autre traitement qui a d'autres objectifs. Pasteurisation du lait, elle se fait à une température variant entre 70 et 72 degrés C pendant un temps qui peut varier entre 15 et 30 secondes. Faites attention, toujours quand on parle de pasteurisation, même la pression, mais essentiellement la température et le temps. Car, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la valeur pasteurisatrice ou même la valeur stérilisatrice, qui va assurer une destruction de la flore. Et on parle toujours de témoins. Donc, pasteurisation, au cours de cette opération de pasteurisation, faites attention, c'est au cours qu'on procède à une opération de standardisation. Ça, pour le système continu. Maintenant, une opération de standardisation, on va éliminer la matière granulée par le biais d'une opération de centrifugation, qui crée puis on va réinjecter une quantité de matière grasse selon nos besoins.
D'accord? Cette étape, elle se fait au cours de la pasteurisation. Pourquoi? Car on est dans l'obligation de procéder à une opération d'écrémage de centrifugation à une température aux alentours de 45-50 degrés. C'est pourquoi on profite du passage de notre lait à travers le compartiment de pasteurisation pour faire cette opération intégrée. Juste deux mots sur le déroulement de l'opération de pasteurisation. On va voir tout à l'heure un pasteurisateur. Au Charles, la première séance, on va faire ensemble une opération de pasteurisation. Un pasteurisateur est composé essentiellement de 3 principaux compartiments. Même on parle parfois de 5 compartiments, pour qu'on soit très clair au niveau terminologique. Mais pratiquement, l'idée elle est la même. Un premier compartiment, un compartiment le plus important déjà, c'est le compartiment appelé compartiment récupération-échange. Oui. Donc, quand vous voyez, on va récupérer de l'énergie par un échange thermique entre un lait entrant et un lait sortant. Quand je parle d'un lait entrant, c'est un lait qui va, voilà, qui est à une température de l'ordre de 4 à 7 degrés max. Alors, ainsi, un lait sortant à la température de pasteurisation, qui va varier suivant nos objectifs. Ce n'est pas un seul valeur qui... Et vous allez voir, lors de notre prochain passage, on va pasteuriser à une température assez élevée pour la fabrication de yaourt, par exemple. Alors, pour le cas d'un lait destiné pour une fabrication de fromage, on a intérêt à réduire ces paramètres, bien sûr. On va profiter. C'est la coagulation, voilà. Et en plus, on a des garanties. Si on n'a pas de garantie sur la sécurité du consommateur, on est obligé de passer à des températures au-delà de ces paramètres. Si on a des garanties, on va les voir tout à l'heure ensemble. Donc, au niveau du compartiment récupération-échange, à travers les plaques, on va voir une succession entre les plaques, entre un lait pasteurisé et un lait non pasteurisé. Donc, bien sûr, dans le cas ascendant, on va gagner de l'énergie, dans le cas descendant, on va perdre de l'énergie. Pourquoi je parle parfois, on entend parfois des gens qui parlent de 5 compartiments? Car au niveau de ce compartiment central, voilà, on parle d'un pré-chauffage et un pré-refroidissement. D'accord? Mais pratiquement, l'idée générale, elle est le même processus. Donc, compartiment récupération-échange, au cours du passage de notre lait à travers ce compartiment, on va l'orienter vers notre écrémeuse. Maintenant, on va faire sortir notre lait du compartiment de récupération-échange vers l'écrémeuse à une température moyenne entre 45 et 50 degrés C. Notre lait va subir l'opération d'écrémage, c'est-à-dire une séparation entre la crème, c'est la phase légère, et le lait écrémé, c'est la phase lourde. En système continu, on va réinjecter une quantité de crème sur le lait écrémé. Bien sûr, suivant nos besoins. C'est l'étape de standardisation. Mais n'oubliez pas que votre lait à cette température ne peut jamais être considéré comme un lait pasteurisé. Donc, le lait standardisé va reprendre son chemin. Donc, c'est la phase sortie. Puis, on va parcourir ce compartiment. Demain, à une température moyenne de 60 degrés à 75 degrés, tout dépend de la température de la pasteurisation, on va orienter notre lait où? Vers un équipement appelé homogénéisateur. Vous voyez que ces deux étapes se font réellement avant la pasteurisation, mais pratiquement au cours de la pasteurisation. Lors du passage de notre lait vers le compartiment de chauffage, on va intégrer ces opérations pour profiter de la température essentiellement. Essentiellement de la température. Donc, homogénéisation, puis on va récupérer notre lait homogénéisé pour parcourir le compartiment. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment de chauffage. J'espère que c'est clair un petit peu. S'il y a un problème, n'hésitez pas de m'arrêter. Ah oui.
à une température moyenne de 4 degrés, hein, maximum 6 degrés. Comme ça. Donc, c'est bien. Il va commencer par son passage à travers les plaques. Hein. D'accord, là. Quand je me trouve à un objectif, à une température qui est valable pour la conduite d'opération d'écrémage, donc je vais le réorienter. هما les plaques في 60 degrés شو ما؟ les plaques لا شو هكا بدينا نفهموا بعض. L'homogénéisation, qu'est-ce que بعد يعملها إكريماج يرجعها للرجل. Vous voyez, ce sont des plaques gravées pour améliorer la qualité de l'opération énergétique, pour étaler la quantité du lait, pour une meilleure, voilà, pour multiplier la surface d'échange. Au niveau d'un pasteurisateur, il est composé d'un site de plaques, déjà au niveau nombre de plaques, il est calculé sur l'emploi, c'est pas le débit du pasteurisateur. Au niveau des plaques, on n'a pas une température au niveau des plaques. Ce sont des plaques. Et si vous voulez, vous allez passer, pour le faire circuler un lait ou un fluide, c'est votre choix. Donc un pasteurisateur n'a jamais été considéré comme un équipement électrique. C'est un ensemble de plaques, pas plus que ça. C'est un ensemble de plaques. Donc pour faire fonctionner le pasteurisateur, tu dois l'alimenter par quoi? Pas un produit et un fluide. Un produit et un fluide. Le type de fluide, c'est votre problème, c'est votre choix. C'est-à-dire, pour moi, un produit, le lait ou autre, contre un fluide, qui peut être soit de la vapeur, soit de l'eau chaude, soit de l'énergie, etc. Ça, pour le refroidissement. Donc, les plaques n'ont jamais été considérées comme un facteur déterminant dans le choix de notre barème de pasteurisation. C'est clair? Donc, c'est la température du fluide, soit du chauffage ou de refroidissement, qui est déterminante. De même, la température du lait du départ est déterminante. Mais au niveau plat, on n'a aucun souci. Donc, notre lait va traverser la première plaque à une température de 4 degrés. Il va croiser un lait à une température, je dis n'importe quoi, de 25 degrés C. Certainement, lors de ce croisement, on va noter une évolution de la température du lait contre un refroidissement. Contre un refroidissement du fluide. والله شكله بيطول. لكن هو انا ايه في بالي انا زيك بعرف لك زيك سيدي ما عملي. Donc, au niveau, qui va gérer la circulation? Ce sont les gens. Déjà, entre les plaques, on parle des plaques A et des plaques B, suivant la position des gens. فاهمة؟ هما مثلا نقولوا لو إلى لي سامي شونجور ترميت معناتها ليه باش يتعدى من جهة ولا باش يتعدى من جهة هكا ولا لي بلاك ils ne sont pas chauffés معناتها بحال التمبيراتور هكا ولا إيه كيفاش باش يصير l'élévation de la température Attention, mademoiselle. Si vous, par exemple, imaginez avec le phénomène. Maintenant, on a du lait à une température 4 degrés. Maintenant, on a au niveau de l'eau chauffée. C'est de l'eau chaude. Certainement, au niveau du contact à travers les plaques, on va noter une évolution de la température du lait et un refroidissement de la température de l'eau. D'accord? Mais au niveau plaque, elle n'est pas censée à chauffer ou à refroidir. Mais grâce à la circulation du fluide. Donc, plaque 1, on va se trouver avec un lait, disons, à 4 degrés. Quand plutôt un lait, au niveau compartiment de récupération change, quand un lait à une température moyenne de 30 degrés. Certainement, quand on passe l'étape suivante, plaque 2, on va se trouver avec un lait à une température de 10 degrés C, et on va se trouver avec plutôt un lait à une température de 50. Donc, puis je passe, voilà, j'avance vers le compartiment de chauffage, mon lait il est en train de gagner de l'énergie. Alors, le lait sort pas
de l'étape de pasteurisation, il est en train de perdre de l'énergie. باهي انا اكل بوم باش نعرف اللي انا باش نخرج À une température comme ça? 45. Oui, bien sûr, entre les sondes de mesure de température. Au début, lors de l'installation, mise en service de l'équipement, certainement, on va faire le suivi. Mais à un moment donné, bien sûr, on a fixé, je dis n'importe quoi, plaque numéro 4, on va se trouver à la température top. Plaque numéro 10, on va se trouver à la température top. Bien sûr, avec une différente température de quelques degrés. C'est important. C'est clair? Donc, là, on est en train de passer vers la phase chauffage. Ici, c'est l'étape de refroidissement. Donc, on va effectuer ces deux opérations unitaires d'écrémage ou d'homogenisation à ce niveau. C'est-à-dire, dans les deux cas, on est en train d'écrémer ou d'homogéniser un lait non pasteurisé. C'est pourquoi, parfois, on est en train de dire homogénisation. Si on classe les étapes, puis on parle d'une pasteurisation. Car l'homogénisation se fait à une température au-dessous de la température de pasteurisation. Mais réellement, au cours du passage de mon lait à travers le pasteurisateur, on procède à ces deux étapes. Oui. Monsieur, dans le cas du lait en poudre, par exemple, quand on énumère les étapes, il y a homogénisation et... Hein? Est-ce que c'est le même processus? Non. Un processus totalement différent. C'est un phénomène d'atomisation. On parle d'une opération d'atomisation qui va transférer le lait liquide qui a subi une première concentration vers un produit solide qui a été déshydraté, pour ne pas dire totalement déshydraté. Normalement, on tolère de l'ordre de 3% d'humidité dans le lait en poudre. Hein. C'est un autre processus. Donc, homogénisation, puis le lait va entamer la phase de chauffage. Au niveau de la phase de chauffage, on va faire circuler de l'eau chaude à travers ces plaques, ou de la vapeur. On utilise l'eau chaude. Bien sûr, c'est une eau chaude qui est à une température moyenne de 95 degrés C, même 97. Mais la quantité d'eau qui va être pompée vers les plaques, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la température objective. C'est-à-dire qu'on a une électrovent qui va gérer le débit de choc. Sur le même équipement, on peut travailler à une température de 72 ou 90 degrés C. Grâce à quoi cette évolution de la température? Grâce au débit de l'eau chaude qui va circuler à travers les plaques. Monsieur Manet, pour augmenter la température, on augmente le débit. Ah, ça, un automate qui va calculer tout ça. Attention, un automate qui va gérer quoi? Qui va gérer la quantité d'eau qui va passer à travers les plaques. Maintenant, ce que je veux dire, sur le même équipement, avec les mêmes moyens, on peut varier la température de pasteurisation. Grâce à quoi? Grâce à un débit de choc qui va circuler à travers les plaques. C'est clair? Ça va? Là, on parle bien sûr d'une circulation toujours en circuit fermé, hein, pour un gain énergétique dans le réacteur. On va le voir ensemble. Voilà. C'est une boucle de choc qui produit de l'eau chaude en circuit fermé. Donc, chauffage à la température objective de pasteurisation. On a fixé pour le cas de notre fabrication une température 72 degrés C. Une fois j'atteins cette température, est-ce que j'ai fini avec la pasteurisation? Allez. Là, avant le refroidissement, on doit maintenir cette température pendant le temps nécessaire par un transfert de ce lait qui a été chauffé vers un chambreur. Où le chambreur est un circuit qui est lié au pasteurisateur. Donc, circulation vers le chambreur. À ce point, on ne peut pas parler d'un lait pasteurisé, mais je parle d'un lait chauffé. À ce niveau, je peux parler d'un lait pasteurisé. Car on a respecté la température et le temps. Puis, ce lait va servir au niveau du compartiment de récupération échange en tant que flux de chauffage. Très bien. En contrepartie, il est en train de perdre de l'énergie. Pour passer la troisième étape, ou le troisième compartiment, c'est le compartiment de refroidissement, où on va se trouver avec une circulation de l'eau glacée. C'est clair?
واضح ولا لا؟ Très bien. Chauffage. خلينا نفهم. انسالوها. Au début, au niveau du compartiment d'opération échange. Chauffage, vers chambrage, puis le retour. Au niveau sortie, problème. Récupération échange, puis refroidissement. Puisque j'ai des opérations unitaires que je dois l'effectuer, je dois chercher la meilleure solution. On a trouvé que la meilleure solution, c'est au cours de la phase, soit ascendante, soit descendante. Hein. Ce sont des choix qui peuvent se faire. Hein. Mais généralement, en industrie laitière, on choisit la phase ascendante. On peut procéder à une opération d'écrémage et une opération d'homonisation, avec une opération de standardisation, c'est-à-dire ajustement du taux de matière grasse. Donc, si je résume tout ça, le déroulement de l'opération de pasteurisation, comment il se fait? Une phase ascendante, une montée en température à partir de 4 degrés vers 72 degrés C. C'est clair? Un maintien de la température pendant un certain temps. Un maintien de la température. Puis, l'étape de refroidissement vers une température bien déterminée qui peut être 4 ou autre. Hein. Voilà, chouette. Alors, on essaie ensemble. Le transfert de 4 et 72 à quel niveau? Récupération. Au premier lieu, c'est au niveau du compartiment récupération-échange. Puis, chauffage. réellement, chauffage. C'est un complément de chauffage. Déjà, le chauffage a démarré déjà. Le maintien où? Très bien. Chambre. Voilà. Donc, récupération, échange, et enfin refroidissement. C'est clair, hein? Donc, on commence par la récupération, échange, chauffage, chambrage, récupération, échange et refroidissement. Madame. Madame. Pourquoi on fabrique la récolte, d'après vous? Valorisation. C'est la valorisation des protéines solubles du lait qui partent dans le lactosérum lors de la fabrication fromagère. Donc, pour les industriels, la fabrication de récolte, c'est une fabrication qui va permettre de récompenser, entre guillemets, sa perte au niveau fabrication fromagère. Vous savez très bien, par exemple, le type fromage pâte pressée que vous venez de fabriquer aujourd'hui, son rendement, il est de 10%. C'est-à-dire 10 litres de lait vont donner 1 kg de fromage si il s'agit d'un lait de qualité plus ou moins bonne. Autrement, il nous faut 12% à peu près. Donc là, pour avoir un peu de récompense, on passe à la fabrication de récolte. La récolte va permettre de récupérer les protéines solubles telles que les albumines et les globulines. La récupération, elle est faite par deux choses, le chauffage et l'acidification. La raison pour laquelle, pour fabriquer de la récolte, vous filtrez le lactosérum, vous le mettez à chauffer avec agitation en continu. Lorsqu'on atteint une température entre 65 degrés Celsius et 70 degrés Celsius, on rajoute du lait, mais là c'est facultatif pour la fabrication de récolte, c'est-à-dire c'est pas nécessaire d'ajouter du lait pour la fabrication de récolte. Je peux récupérer du récolte sans ajout du lait. Juste l'ajout du lait, c'est pour enrichissement, surtout tel que le cas d'aujourd'hui, on a fabriqué une petite quantité de lactosérum, donc on ajoute un peu de lait pour avoir une quantité assez importante. السيد يعني قديش نزيدوا يعني سوليسيون لاكتوسيرون قديش نزيدوا عليها السيد؟ Je vais vous répondre.
entre 65 et 70 degrés Celsius, vous ajoutez le lait et vous ajoutez le sel. Le lait, la quantité ajoutée ne doit pas dépasser les 10% du volume total du lactosérum et la quantité du sel ne doit pas aussi dépasser le 1%. Il me faut toucher 1 kg pour 100 litres de lactosérum. On continue le chauffage avec l'agitation, bien sûr. À partir d'une température de 80 degrés Celsius à 85 degrés Celsius, vous allez remarquer l'apparition des petits flocons blancs. Les petits flocons blancs, les morceaux de ricotte qui commencent à se former. Là, pour activer leur apparition et les coller, on passe au deuxième réactif nécessaire, c'est l'acide. Donc, l'ajout de l'acide, on peut utiliser le vinaigre. Aujourd'hui, j'ai utilisé du citron. J'ai pressé pour une quantité de 40 litres, j'ai pris le jus de 3 citrons. On fait une petite dilution dans de l'eau distillée, puis on les utilise. On peut utiliser l'acide à raison de 250 ml pour 100 litres de lactosérum. L'acide acétique, 500 ml par 250 ml. De concentration 6 pour 1000. 250 pour 100 litres. 250 ml d'acide citrique de concentration 6 pour 1000 dans 100 litres de lactosérum. رحمة الله ورقتك لحظة رحمة الله. Lorsque vous ajoutez l'acide, vous faites une bonne agitation, par la suite vous arrêtez l'agitation. On continue le chauffage jusqu'à l'apparition des gros morceaux de fromage à la surface. Vous arrêtez le chauffage, généralement en une température entre 87 et 95 degrés Celsius. On peut utiliser, comme vous venez de voir, de l'eau pasteurisée froide pour créer un choc thermique. Ça aide à bien sauder les morceaux de ricotte avant leur récupération. Ou alors, tout simplement, vous laissez notre produit pendant 10 à 15 minutes de repos, jusqu'à il se refroidit un peu. Par la suite, vous le récupérez avec une louche et vous le refroidir à 4 degrés. Donc, c'est ça le principe de la fabrication de ricotte. D'accord? Parfait. Là, j'ai réalisé l'analyse du lait qu'on a utilisé aujourd'hui pour notre fabrication. Et vous m'avez les résultats trouvés. C'est Milkoscan. Lactoscan, voilà Milkoscan. Tartine a pratiquement 90% des analyses. Tartine à la matière grasse. Fat. Ensuite, c'est l'extrait sec dégraissé. Là, pourcentage des vitamines. Là, c'est densité, oui. La densité. Mais bien sûr, ici, la densité, elle est donnée à la température de 26,2. Donc, nous devons passer par une correction. Nous devons refroidir notre lait un peu pour être dans l'intervalle de correction qui est entre 15 et 25 degrés Celsius. Ensuite, les protéines, le lactose, les sels minéraux, pourcentage d'eau ajoutée. Ça, c'est le point de congélation, le pH et la conductivité de notre produit. Donc, il y a pratiquement toutes les analyses, sauf l'acidité ou la test d'alcool. Le test d'alcool, c'est un test de stabilité qui donne une idée sur la stabilité du lait vis-à-vis d'un traitement thermique. À la réception du lait, nous devons toujours réaliser le test d'alcool pour savoir est-ce que notre lait il peut accepter
un traitement thermique tel que chauffage, thermisation, pasteurisation, stérilisation ou pas. Son principe, il est simple, le test d'alcool. Vous prenez une boîte de pétri, vous mettez 2 ml de lait, vous ajoutez 2 ml d'alcool à 72 ou 74 degrés, vous mélangez et vous observez l'aspect. Si le mélange est homogène, notre test est strictement négatif. Donc mon lait, il est bien stable pour subir un traitement thermique. Si vous observez des légers filaments, on dirait des petits poils là blancs, là c'est un test légèrement positif. Toujours le lait, il est acceptable. Si vous observez une floculation prononcée, c'est-à-dire vous allez remarquer la formation de coagulum du lait. Là c'est un test strictement positif. Généralement, je vais dire que mon lait, il est instable pour subir un traitement thermique. Mais là, non. Je dois avoir recours à un second test de stabilité, il y aura le test d'évolution. Je dois confirmer le résultat trouvé par le test alcool par un deuxième test de stabilité, il y aura le test d'évolution. Juste, vous prenez un échantillon de lait, vous le portez à ébullition. Si au cours du chauffage, vous remarquez une floculation, là, c'est un test qui dit que mon lait, il est instable pour subir un traitement thermique. Mais si j'atteins l'étape ébullition, donc mon lait, il est bien stable pour subir un traitement thermique. Et ici, vous allez me dire pourquoi le test alcool était positif. Là, je vais vous dire que la positivité du test alcool va être due à une mauvaise hygiène ou bien de lavage, de la machine à traite, des bidons. Il a subi un chauffage au cours de son transport. Voilà, c'est ça. Mais surtout côté hygiène. Oui, là. Voilà. Donc c'est un rôle organoleptique. Deux, c'est la conservation. Faites attention, quand je parle de la conservation, je parle d'une sélection de micro-organismes. Ce n'est pas une distribution de toute la flore. Je dois sélectionner. J'ai besoin de mes ferments. J'ai besoin de ces Lactococcus lactis pour le déroulement de l'opération de la finale. J'ai besoin des bactéries protoniques. J'ai besoin des pénicilliums candidats. Donc je ne dois pas les détruire. Donc, la conservation par la sélection des micro-organismes. Et en troisième temps, on parle d'un complément du goûtage. Je parle d'un complément, ce n'est pas un goûtage. Le goûtage, déjà, c'est une étape en bas qui a été réalisée suivant une des techniques qu'on a choisies. Soit uniquement par un découpage, ou découpage associé à un pressage, ou découpage associé à un chauffage et un pressage. Mais un complément du goûtage, certainement vous connaissez la migration du sel, se traduit par la migration d'une partie de la phase idéale. Le salage peut se faire en trois modes. Soit le salage le plus répandu, c'est le salage consommeur, c'est-à-dire on prépare une solution d'eau salée, où on va tremper nos fromages pendant une durée bien déterminée qui dépend essentiellement des qualités organoleptiques et aussi de la taille du fromage. C'est donc la migration de sel. Plus on parle en hauteur, plus on doit maintenir plus de temps pour la migration du sel. On parle de sel, de fromage sans sel ou semi. Généralement sur le sel. Généralement, pour les fromages affinés, on ne parle pas de fromage sans sel. Généralement, car on joue beaucoup sur ce facteur pour la conservation du produit. Généralement, on parle avec les fromages sans sel essentiellement pour les fromages blancs, où la conservation n'est pas longue. Généralement, pour l'affiner, on ne cherche pas la fromage sans sel, c'est un moyen de conservation. Donc, on contrôle. Si on ne va pas utiliser du sel pour l'opération salade, c'est un fromage sans sel.
Demi-sel, c'est en fonction de la durée ou en fonction de la quantité. Tout dépend du mode de salage que tu as choisi. Soit tu vas utiliser une quantité plus faible, ou tu vas réduire le temps de salage si tu parles d'un salage consommé. D'accord? Donc, pour le salage, on parle de salage consommé ou on parle d'un salage à sec. Qu'est-ce que ça veut dire un salage à sec? C'est-à-dire qu'on va pulvériser du sel à la surface des fromages. Généralement, cette technique, elle n'est pas très recherchée pour les fromages à pâte pressée, où on va noter que l'humidité, elle n'est plus importante. Donc, la migration de sel, elle est plus ou moins délicate. Alors, pour les fromages à pâte molle, il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, utilisent ce mode de salage. Surtout pour les camemberts. On dit là, le salage direct. Le salage direct, déjà, on a opté à cette technique aujourd'hui. Généralement, on ne fait pas de salade direct. Généralement, on fait le salage en sommeur. Exceptionnellement, on va les vacances la semaine prochaine, donc pour éviter tous les risques. Généralement, on ne fait pas. Le salage à sec, plutôt le salage direct, est plus coûteux. Ne voyez pas des quantités. كيفاش عملتم شو سلاج ديريكت ما خلطناش Directement, on a placé le sel dans notre cuve. En sommeur, كيفاش يصير؟ En sommeur, on prépare une solution, vous allez voir. On prépare une solution de salé. Généralement saturation en sel. Une solution saturée en sel. Et on va tremper pendant une durée plus ou moins importante, suivant la taille du fromage et suivant nos besoins. Monsieur, vous dites que le salage direct est plus coûteux sur quel plan? Il semble plutôt facile. Pourquoi je parle d'un coût supplémentaire pour le salade direct? Sinon, personnellement, je vous dis que probablement c'est la meilleure solution. Mais certainement, quand on va placer notre salade, une bonne partie du sel va migrer avec notre sel. Donc, pour atteindre un objectif en termes de salage, tu es obligé de multiplier la quantité de départ. Vous voyez? Surtout il faut toujours raisonner à des quantités assez importantes. D'accord? toi les très cher. Les litres alors vont demander des tonnes de sel. Alors pour une saumure, la saumure, elle peut être réutilisée pendant 6 mois au moins. La même saumure avec voilà quelques corrections en termes de concentration en sel, pas plus que ça. La dernière étape, c'est l'étape d'affinage. L'étape d'affinage où notre fromage va acquérir ses qualités organoleptiques et texturales après le salage. Le salage, généralement, il se fait à J+1, c'est-à-dire Un jour, le lendemain. le lendemain. C'est à ce moment, c'est-à-dire lors de la conduite de l'opération d'affinage, qu'on a besoin de nos ferments. Vous voyez, on a placé les ferments à l'étape d'opération primaire. On n'a pas exigé leur présence lors de la conduite de l'opération de coagulation. On n'a pas de souci au niveau des autres étapes de fabrication, mais on a besoin de nos ferments. Ou la dernière étape, c'est l'étape d'affinage. Au cours de l'affinage, nos ferments vont produire des antimicrobiens qui vont dégrader 2 composants de lait, essentiellement 2 composants de lait. La matière grasse et la matière protéique. Ce sont les 2 composants qui se trouvent dans le caillé. Bien sûr, la dégradation de la matière grasse va donner tout ce qui est composant sacré. Va jouer sur le goût. Alors la dégradation de la matière protéique va jouer essentiellement sur la texture. On va aboutir à une texture onctueuse. Faites attention, ces réactions enzymatiques, on parle de réactions enzymatiques progressives, c'est-à-dire qu'ils se déroulent en fonction du temps, petit à petit. C'est pourquoi l'affinage a une durée qui varie entre 15 jours pour les fromages à pâte molle, jusqu'à 6 mois et même plus pour les fromages à pâte pressée cuite. Pour les fromages à pâte pressée non cuite, la moyenne c'est entre 4 semaines et 6 semaines, l'affinage. Au cours de ces opérations, bien sûr, on va noter cette évolution au niveau caractéristique. Non cuite, la moyenne entre 4 à 6 semaines. Ouais. Un minimum de 21 jours. عندي تاع شامل الافيناج. ايوه. Donc, au niveau affinage, on
parle de 3 paramètres d'affinage. Premier paramètre, c'est la température. Je viens de dire que la température au niveau de l'affinage, elle varie entre 12 et 14 degrés. Deuxième paramètre, c'est l'hygrométrie ou l'humidité des chambres. L'humidité, elle varie entre 80 et 95%. Bien sûr, je viens d'expliquer que plus l'humidité est assez élevée, plus les fromages sont humides. Et vice-versa. Troisième paramètre, c'est la durée d'affinage. La durée d'affinage, elle est déterminante pour la production des composants aromatiques et organoleptiques de façon générale. Au cours de l'opération d'affinage, avant de passer les champs d'affinage, au cours de l'opération d'affinage, il y a beaucoup de soins à faire. Déjà, c'est une spécialité en mettre à l'affineur, c'est un spécialiste. Des questions? Certainement, ça me des analyses de dire que je n'ont pas été effectuées. Inch'Allah, le prochain passage, peut-être que vous êtes en grâce avec la méthode Gerber, la densité, les autres analyses, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie. J'espère que cette séance est bénéfique. Bonne chance, bonne continuation. Ce mois, Inch'Allah, ce n'est pas la semaine prochaine. Faites attention, la stérilisation, c'est un autre palier. La stérilisation, elle peut se faire essentiellement pour les laits de consommation. Les laits de consommation, c'est-à-dire, voilà. Entre autres, bien sûr, même les stérilisants en bouteille, c'est pour les laits de consommation. On a 2 modes de stérilisation. Les deux, ce sont des laits stérilisés. En Tunisie, ça fait très longtemps qu'on a abandonné la commercialisation de la lait pasteurisé. Non, on ne commercialise que les laits stérilisés, pour le lait de consommation. Donc, une fois on a fini avec l'étape de pasteurisation, on va procéder. L'étape de maturation qu'on est en train de conduire. Maturation. On parle d'une maturation généralement, d'une maturation primaire, et on parle d'une maturation secondaire. C'est la technique française, entre parenthèses. La technique hollandaise, généralement, on parle d'une maturation mixte. Une seule maturation. Ce sont des choix. Le but de l'étape de la maturation, il va être résumé quand je parle d'une étape de préparation de l'huile. C'est l'étape numéro 1 dans la fabrication d'un fromage qui commence par l'étape de préparation du lait. Je prépare le lait pourquoi? Pourquoi faire? Pour le transformer. C'est-à-dire pour l'étape numéro 2, c'est la coagulation. Donc, au cours de l'étape de maturation, je vais essayer d'ajuster mes paramètres de production afin de réussir cette opération. Car je suis sûr et certain qu'il y a des défaillances en termes essentiellement physico-chimiques et non bactériologiques. En termes bactériologiques, j'ai pu résoudre mon problème par le biais d'opérations de pasteurisation. En termes de physico-chimique, déjà vous avez vu avec nous, alors vous avez effectué avec nous, un enrichissement de notre lait en quoi? En calcium. Pour ajuster la composition. Pour ajuster la composition physico-chimique de notre lait. Ça ne veut pas dire que notre lait ne contient pas de calcium. Mais on est dans l'obligation de l'enrichir en calcium car on a procédé, c'est un remède, car on a procédé à une opération de pasteurisation. Pour un lait non pasteurisé, on n'a pas besoin d'enrichir en calcium, car le calcium existant dans le lait est très suffisant pour la conduite d'une belle coagulation. Au cours de l'étape de maturation primaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord commencer par donner l'identité de notre fromage. Par quoi? Par le choix du ferment lactique. Donc le choix du ferment lactique, il est fonction de quoi? Fonction de mon objectif.
qu'est-ce que je vais fabriquer comme fromage? Ouais, j'ouvre une petite parenthèse. Nos fromages sont classés en 7 familles. Les fromages à pâte pressée, d'une façon générale, où on va trouver les fromages à pâte pressée cuite et non cuite. Les fromages à pâte molle, où on peut parler des fromages à pâte molle à croûte fleurie et à croûte lavée. 2 présentations différentes. Les fromages à pâte persillée, ou appelés aussi les bleus, qui sont caractérisés par la présence des moisissures, mais un autre type de moisissure, autre que les moisissures qui se trouvent dans le fromage à pâte molle. C'est pourquoi on les appelle les bleus, car les moisissures déjà ont une couleur bleu-vert. C'est le cas de Roquefort ou le médian. Bleu de La 4e famille, c'est la famille des fromages à pâte filante, où on va se trouver avec des fromages qui donnent une certaine élasticité à chaud, tel que le fromage à pizza, avec le mozzarella, tel que. Il y a aussi les fromages blancs, ou appelés à blanc. Ce sont les fromages fabriqués à échelle artisanale, où on fait la confusion avec de la. Les fromages blancs, tels que le sicilien, sardelle, castorille et autres, ce sont des fromages où on fait la confusion avec les fromages frais, car ce sont des fromages à consommation rapide. Ils ne peuvent pas être conservés pour très longtemps. Ces 5 familles de fromages sont des fromages à coagulation enzymatique. La 6e famille, c'est la famille des fromages frais, tels que le petit suisse. Ou malheureusement, on est en train de faire la confusion entre le petit suisse et le yaourt brassé. Le petit suisse n'est pas un yaourt, car il a subi une opération d'égouttage. Essayez de se rappeler un tout petit peu de ce qu'on a dit lors de la définition du lait. Ce fromage qui est petit suisse, c'est un fromage à coagulation lactique. Déjà, le goût, il est plus ou moins acide par rapport aux autres types de fromage. La 7e famille, c'est une famille plus ou moins spéciale. C'est la famille du fromage fondu. Pourquoi je dis qu'il s'agit ou qu'il consiste en une famille spéciale? Car ce sont les seuls fromages qui sont fabriqués à partir d'un fromage. Maintenant, on ne commence pas à partir du lait, mais on commence à partir d'un fromage pour fabriquer un fromage. L'acidité, si vous voulez, pour chauffer l'acidité, on a besoin. خليش عندنا خذي طبعا فما 5 de chaque. Oh. شوية. عندي ستوك. كلي واحدة خذ واحدة كاملة. اللي ما حطيتي لك غادي نعمل فيهم بلاش. ما في شي خلي. فوالا شي خلي. ما عندكش البريسي كنت شوف على اليمين كده كان شغال حتى تعب كده كارتين هو اللي يغوط كارتين يتعب سي بون ديك سي بدي كمان عمره بدي عايش هكا شوف هتكون في كرتون عتيب تاعو. Donc, les fromages fondus, ce sont des fromages qui sont fabriqués à partir de fromage. Déjà, on parle de fonte, déjà, on parle de la produit stylisé. C'est un chauffage où on atteint des températures de l'ordre de 130 degrés C. C'est pourquoi les fromages fondus ne sont pas stockés à froid. C'est le cheddar, essentiellement. Essentiellement le cheddar. C'est pas uniquement ça. Hein. C'est essentiellement le cheddar. Essentiellement le cheddar. Bien sûr, et tous les fromages qui n'ont pas été commercialisés. Tels que les dames, tels que le gruyère, les montagnes, le gouda. Hein. Sauf les fromages. C'est mal. Pâte lavée, Ce sont des fromages fondus. Les à la cheddar ou la... Cheddar, ce sont des pâtes pressées. C'est pas pressé. Déjà, il est caractérisé par quoi le gruyère? Les œufs. Les œufs de fromage. Et en plus, au niveau fermeté du fromage. Fromage ferme. Monsieur Chef, une testouli ou la sicilien. Voilà, et si vous voulez, il n'y a pas de différence énorme. Mais essentiellement, au niveau appellation, le testouli est destiné pour les fromages de brie. Au niveau appellation réelle. Mais nous, on est en train de fabriquer ce qu'on veut.
parenthèse, voyez-vous ici, donc il a fait la remarque. Quand je parle de fromage de court, je parle de fromage à partir de lait de vache. صحيح. مفتاحة. Sinon, on est dans l'obligation de parler de l'origine du lait. Et on parle d'un lait de chèvre, au fromage de chèvre, au fromage de brebis. On est obligé, dans ce cas, de mentionner l'origine du lait. Si je parle de fromage de porc, je parle d'un fromage à partir de lait de vache. Donc, ce n'est pas de famille. Monsieur, sur Internet, c'est une famille. C'est une appellation, c'est une autre variété. À partir du fromage de chèvre, je peux fabriquer des fromages à pâte tressée. Je peux fabriquer des fromages à pâte molle. Donc, c'est une catégorie à part. Comme le lait. Le lait, on peut parler du lait de vache, comme on peut parler du lait de chamel. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est un produit. C'est une famille. C'est une classification à part. Hein. Donc, on a, au niveau de la maturation primaire, tout d'abord, c'est le premier point de différence. Hein. Donc, on commence à parler de l'identité de mon fromage par le choix du ferment lactique, qui peuvent être soit des moisissures, telles que le cas du Roquefort ou le cas du camembert. Ils peuvent être des ferments gazogènes, tels que le cas des fromages à pâte cuite, type émocal ou gruyère, pour donner les œufs. Protéines, une partie des protéines. Donc, cette maturation, elle se fait à une température entre 10 et 12 degrés, comme j'ai parlé lors de la présentation au niveau de la cuve, pendant 15 heures. Faites attention, on ne cherche pas à acidifier notre lait, c'est pourquoi les ferments ne sont pas placés à leur température optimale de croissance. Ce sont des ferments mésophiles. Dans le cas des fromages à pâte pressée non cuite, on utilise la souche Lactococcus lactis, qui est dosée à raison de 7 unités pour 100 litres de lait. C'est clair? سامحني؟ ولا ما سمعتش؟ 7 unités, c'est pas 74, 7 unités. لا l'unité حتعد ما تقدر. L'unité c'est le fabricant de ferments qui connaît uniquement le nombre de micro-organismes qui se trouvent dans son unité. Monsieur, les fromages au code d'Imal, les ferments bas de pression. Avec Alèche, on a parlé de coagulation mixte. Vous voyez? Tout d'abord, on a commencé par un chauffage de notre lait à une température de l'ordre de 32 degrés C, maximum 35. Donc c'est un paramètre très important qu'on doit l'ajuster. Monsieur, شنو قلت لنا ميكس كيفاش ميكستو واحدة 10 دوغري 12 دوغري والأخرى 32 Juste في l'étape mixte. Au cours de cette étape de maturation secondaire, on est dans l'obligation d'ajouter du calcium à raison de 30 ml par 100 litres de lait, bien sûr. Le calcium a un rôle très important dans la conduite de l'opération de coagulation par la formation des ponts calciques. D'accord? Le calcium, malheureusement, il a été une bonne partie qui a précipité sur l'action de la pasteurisation. Et aussi, lors du stockage à froid, une bonne partie du calcium colloïdal va se transformer en calcium soluble, ce qui va influencer sur la taille de la micelle de caséine. On va noter un rétrécissement de la taille de la micelle de caséine. Donc, si on ne va pas ajuster la quantité de calcium dans notre lait, on risque d'avoir une mauvaise coagulation. On va se trouver avec un coagulant mou. On va aboutir à un coagulant, mais on va se trouver avec un coagulant mou. Par conséquent, ce coagulant ne peut pas résister à une action mécanique. Donc, ajustement de la température,
ajustement en termes physico-chimiques de la composition de notre lait et, si nécessaire, mais c'est une obligation, mais on l'a fait. C'est la fermentation, ajout des ferments, mais dans ce cas, ce sont des ferments thermophiles. Type Streptococcus thermophilus. Fait le phase de l'opération de maturation. Déjà, je parle de préparation du lait. Je suis en train d'ajuster la composition du lait, soit microbiologique, soit physico-chimique, pour réussir mon opération de coagulation. Jusqu'à ce niveau, je ne suis pas en train de chercher une acidification de mon lait. C'est pourquoi j'essaie de maîtriser la multiplication de mes ferments. Par quoi? Par une mesure de l'acidité. L'acidité objective que je veux atteindre, à la fin de l'opération de maturation, c'est une acidité de l'ordre de 20 degrés d'Ornick contre un pH de 6,5. Allez, je vais essayer de vous répondre. Est-ce que, à un taux d'acidité 20 degrés d'Ornick, je peux coaguler mon lait? Jamais. Jamais. On ne va pas coaguler notre lait avec ces acidités. Donc, où est l'utilité de mes ferments? Jusqu'à maintenant, je ne suis pas en train de sentir qu'il y a une utilité. C'est important. Maintenant, juste une nette évolution, plutôt une légère acidification. Une légère acidification. Et on va démarrer par la coagulation enzymatique. C'est pourquoi au niveau appellation, je ne parle pas d'une coagulation à la fabrication des fromages. Je ne suis pas en train de parler d'une coagulation lactique, mais je parle d'une coagulation enzymatique. Mais réellement, comme vous allez voir, que j'ai utilisé les ferments et je vais utiliser de la présure, de l'enzyme. Donc réellement, c'est une coagulation mixte. Mais au niveau appellation, qui va mener? Vous voyez, comme on l'est déjà, il est fermenté à partir d'environ 18 heures. Et jusqu'à maintenant, je suis avec un lait liquide. Je suis avec un lait dont l'acidité ne doit pas dépasser les 21 degrés d'Ornick dans le pire des cas. Donc, cette étape, c'est une étape préparative. Je veux essayer de réussir l'opération de coagulation par un apport. Le rôle de mes ferments, il va être utile, mais ce n'est pas à ce niveau. À un niveau plus avancé. C'est clair? Oui. La coagulation mixte, c'est l'étape de coagulation ferment plus Là, je n'ai jamais dit ça. Au moins. ما نفكر فيها يقول كلام انا. لا قلت لنا ماتوراسيون بريمير وسكوندير ينجم يكونوا ميكست. Les zouz فيهم mixte. حتى هذا ما قلتوش. ما قوليش كلام ما قلتوش. انا quand j'ai commencé la présentation, j'ai dit كيف à l'étape de coagulation. J'ai dit qu'il y a une coagulation lactique ou acide et une coagulation enzymatique. D'accord. Mais en pratique fromagère, on est en train de conduire une coagulation mixte qui fait appel au même temps Ferment lactique et aux ferments lactiques et aux enzymes. Mais au niveau appellation, j'ai parlé de la partie mineure. Qui va lancer la coagulation? Déjà, vous voyez, hein, mes ferments sont placés dans mon lait. Ça fait plus que 18 heures. Mais le lait, il est encore liquide. Mais vous allez voir, dès le moment qu'on va intégrer l'enzyme, on va noter un changement de phase. C'est le cas des fromages frais ou la coagulation lactique. On va se trouver avec une acidité de l'ordre de 70 à 75 degrés d'Ornick. Donc on va donner des conditions optimales d'activité de mes ferments pour qu'ils puissent acidifier mon lait et par conséquent aboutir à un coagulant. Ce n'est pas le cas dans les fromages à coagulation enzymatique. Mixte, car j'ai utilisé des ferments et je vais utiliser de l'enzyme. مش l'enzyme في l'étape de maturation, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. L'enzyme, on va faire appel à l'enzyme في l'étape de coagulation. C'était parfait. Donc, déjà, on a atteint notre objectif. Donc, on va faire appel à une enzyme coagulante. L'enzyme coagulante, c'est la présure.
qui est dosé entre 25 à 35 ml par 100 litres de lait. C'est clair? Elle est pour une presure d'une force de 1 sur 10 000. Car la presure est caractérisée par sa force. En fonction de sa force, on peut faire des ajustements en termes de dosage de presure. La presure, elle peut se présenter soit en forme poudre ou sous forme liquide. Je vais différencier là, mais juste au niveau de la technique de mélange, pas plus que ça. Un mélange liquide-liquide, il se fait au bout de quelques secondes. Alors, pour la poudre, il faut tout d'abord attendre la dissolution et l'homogénéité. Pour la presure, on note la présence de la presure animale et la presure microbienne. Pour la presure végétale, elle n'a pas donné jusqu'à maintenant, mais pas mal des essais pour voir son effet sur la fabrication du fromage. Elle n'est pas très réputée. Mais la presure animale ou végétale. Actuellement, on parle d'une presure halal qui provient des veaux et non pas des porcs. La presure, elle est récupérée essentiellement au niveau de l'estomac des jeunes veaux. Sous alimentation laitière, ça fait deux parties actives, la thymousine et la pepsine, qui, en fonction de l'âge, en fonction de l'alimentation, on a un changement. Donc, notre enzyme, c'est la presure qu'on va l'intégrer dans notre lait et on va ensemble noter le temps nécessaire pour la coagulation. Vous allez voir qu'avec nos ferments, déjà on a dépassé presque 18 heures et on est en phase liquide. On va voir la réaction avec cette enzyme. C'est clair? Donc j'espère que vous pouvez déterminer le temps de coagulation. Donc, certainement, vous avez des chronomètres, on peut lancer le temps dès le moment de l'introduction de la presure dans le lait. Un reste, un facteur très important, c'est la température. La température, elle est déterminante. Hein. Au-delà des températures de 40 degrés, on va gêner cette activité. Au-dessous de 28 degrés, on va voir un problème au niveau de la conduite de l'opération de coagulation. La température optimale, c'est 32 degrés. C'est clair? Donc, on a le volume du lait à notre disposition, 140 degrés. Donc, vous allez faire le calcul nécessaire pour ajuster le cas d'enzyme. On va se trouver avec un dosage de 25 ml pour 100 litres. Généralement, on ne passe pas les 35 ml. Au-delà de 40 ml par 100 litres de lait, on va noter ultérieurement un arrière-goût, une certaine amertume dans nos fromages. Maintenant, ça ne va pas améliorer la qualité de coagulation du dosage. Mais, certainement, en fonction de l'âge de mon enzyme, je peux passer un petit peu vers 30, 28, 30, 35, bien sûr, c'est la pratique qui va faire la différence. Allez-y. Merci vous allez poser la quantité de céréales de presure et on va entamer la phase de coagulation et la deuxième étape de fabrication. C'est la deuxième étape au niveau de la fabrication. Oui, malheureusement, nous, on a commencé par le chauffage. On a chauffé jusqu'à 32 degrés C. On a ajouté le calcium. On va ajouter l'enzyme. Donc, il y a une étape qui a été réalisée avant. C'est bon? Faites attention, la pression doit être conservée à froid. Coagulation. Et réparti en deux étapes. Tout d'abord, un temps de prise. On va essayer de le terminer ensemble. Hein. C'est quoi le temps de prise? C'est le début
C'est-à-dire, le lait va perdre son aspect liquide. Plus un temps de durcissement pour donner une fermeté à notre coagulant. Donc, au début, on parle d'un lait. Tout à l'heure, on va parler d'une masse, d'un coagulant. Donc, pour déterminer le temps de prise pour une purification, on va le faire par toucher. Allez, c'est comme un échantillon pour pouvoir toucher. On va confirmer tout à l'heure, on a besoin d'accueillir. Ah, comment on détermine le temps de prise? Pas juste un passage. Donc, la surface. La vérification, elle va à travers la surface. Notez bien, là on a encore un aspect liquide. Certainement, puisqu'on voit le feu de service, certainement, il est haut. On va essayer de terminer ensemble. Peut-être, on peut comprendre au niveau appellation pourquoi je parle d'une coagulation enzymatique. Car déjà, j'ai maintenu mes ferments pendant environ 18 heures, mais ils n'ont pas pu, à cause d'un choix qui a été réalisé, ils n'ont pas pu coaguler notre lait, mais dès le moment qu'on a ajouté l'anticoagulant, on va avoir une coagulation de quelques minutes. On va voir. On a un problème pour parler, on va essayer de déterminer. Donc, temps de prise plus temps de durcissement. Le temps de durcissement, il est estimé, je dis bien c'est une estimation, à 2,5 fois le temps de prise. Une fois on détermine correctement le temps de prise, on a déjà une estimation en ordre de grandeur pour la conduite de l'opération de durcissement. Ou on cherche quoi? On cherche un objectif. C'est la fermeté du coagulant. On cherche un coagulant ferme. Du coagulant. Donc au début je parle d'un lait, je parle d'un coagulant. فهمنا؟ طيب شوف comment c'est l'évolution. Y a-t-il une évolution? Vas-y, n'hésitez pas à mettre la main dans la boîte. C'est ce qu'on a dit. Une fois on va terminer avec la coagulation, on va procéder à la troisième étape. Troisième étape au niveau de la fabrication, c'est l'étape des goûtages. Donc, mon fromage, c'est un lait fermenté. Je reprends la définition au moins pour ceux qui sont en retard. C'est un lait fermenté. Voilà, mes ferments sont là. Coagulé et égoutté. L'égouttage commence tout d'abord par une étape de découpage ou d'écaillage. Décaillage, c'est-à-dire on va découper le coagulant en grains. Pour assurer quoi? La libération de lactocéra. Notons que plus on réduit la taille des grains, puis on va extraire de lactocéra, puis on va obtenir un fromage ferme. Donc l'égouttage, c'est une étape déterminante dans le choix, voilà, dans les caractéristiques des fromages. Si je cherche un fromage humide, je dois tenir en compte de cette caractéristique lors de la conduite de l'opération d'égouttage. Si je cherche un fromage ferme, dont le taux de matière sèche est assez élevé, donc je dois prendre en considération tout ça dans la conduite de l'opération d'égouttage. C'est le deuxième point de différence entre les différents types de fromage. Premier point, c'était le choix de ferment. Chaque fromage est caractérisé par des caractéristiques bien déterminées, dont le ferment, il est déterminant dans tout ça. Deuxième étape, au niveau conduite de la préparation de coagulation, c'est pratiquement, elle est identique pour tous les types de fromage à coagulation enzymatique. Ça va, c'est bon, madame? Pas évolution, voilà. On n'a pas encore. Mais c'est pas encore. On a tout le temps. On a une journée entière. On n'est pas pressé. Donc, l'égouttage commence tout d'abord par un décaillage.
Décaillage, c'est la première étape. Elle est obligatoire pour les fromages à coagulation enzymatique. Car un coagulant enzymatique est caractérisé par une caractéristique très importante, il est imperméable. Alors pour un coagulant lactique, c'est un coagulant perméable. On peut procéder à l'opération de dégouttage sans faire appel à une opération de décaillage. Je vous donne un cas très courant. Ce n'est pas un cas de fromage, mais encore même. Un yaourt. Un yaourt, c'est un coagulant lactique. Hein? On note, avec le maintien de la fermeté du coagulant, on note la présence de lactosérum à la surface. D'accord là? Car c'est un coagulant perméable. C'est un coagulant friable. Alors, pour une coagulation enzymatique, le coagulant enzymatique, c'est un coagulant imperméable. Il est élastique. 2 points de différence importants. Donc, pour libérer le lactosérum, on est dans l'obligation de passer par l'étape de décaillage. Si on cherche un fromage plus ferme, donc on doit chercher une autre solution. Le pressage. Ça va? Décaillage commune pour tous les fromages à pâte pressée. N'importe quel type de fromage. Si on veut pousser, c'est le cas des fromages à pâte pressée, on va procéder à un pressage. Si on veut pousser encore, le cas des fromages à pâte pressée cuite, on va procéder à un chauffage. Donc, l'égouttage peut se faire par décaillage, par chauffage, et pressage. Et les procédures. Et on va choisir suivant nos besoins et suivant nos objectifs. Soit on va uniquement passer par l'étape de décaillage. C'est le cas des fromages à pâte molle, des fromages blancs. Uniquement un décaillage et un égouttage spontané. Moulage, et on va abandonner le fromage lui-même. Si on veut associer, on peut associer plutôt le pressage à l'opération de décaillage. C'est-à-dire, on fait le décaillage, on libère le lactosérum, mais aussi, on va procéder à un pressage. Le cas des fromages à pâte pressée. Comme on peut associer une opération de chauffage pour les fromages à pâte pressée cuite. Pour les fromages à pâte pressée cuite, on chauffe. Ça va aller? Température de chauffage, une température de 52 degrés C pendant 1 heure. Cette étape, elle se fait, oui, juste après le découpage. Chauffage. Donc, on peut associer 1 ou 2 étapes de dégouttage, suivant les caractéristiques des fromages. Pour les fromages, madame, à coagulation lactique, actuellement, on procède à une opération de centrifugation carrément. Car ces fromages sont friables. On a la séparation entre le caillé et le lactosérum, elle peut se faire par centrifugation. La technique ancienne, c'est un égouttage en sac. Voilà, exactement ça. Allez, je vais donc presser. C'est un coagulant friable. On ne peut pas presser. Hein? En tout cas, il y a des sociétés qui maintiennent aussi cette technique jusqu'à nos jours. L'égouttage en sac. Ça donne partie des caractéristiques du fromage. On a fait le cas du gel. Un fromage frais, double crème ou triple crème. C'est un fromage frais qui maintient encore ses caractéristiques. Tout d'abord, il est égoutté en sac. Deuxièmement, il n'est pas lissé. Déjà, une autre texture granuleuse. Ça fait partie de l'identité des fromages. D'accord? Pour les autres types de fromages frais, ce sont des fromages lissés. Allez, comment je fais l'évolution? Ça commence, hein? C'est pas encore j'ai fini, mais ça commence. Déjà, je fais. Pas la connaissance, non? Le temps? 13, 14. Certainement, on va noter une évolution meilleure au niveau de la cuve, car l'informatique est légitime. Pour confirmer que Après l'ajout 12 de délactosage, c'est 6 degrés. Donc
chronique. On va ultérieurement dire pourquoi on a choisi 6. Alors, on a un choix qui a été basé sur des données scientifiques. Là, c'est l'expérience qui a montré qu'à une acidité de 2 degrés, on peut se retrouver ultérieurement avec Le volume V, il représente le volume de lactosérum plus le volume d'eau ajouté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé un volume de lactosérum et on a dans la cuve, il nous reste encore le même volume. Donc, en lui ajoutant l'eau, on va trouver le V. De ceci, le volume d'eau à chercher, c'est V moins le volume lactosérum, c'est-à-dire c'est volume lactosérum fois acidité lactosérum sur 6 moins le volume de lactosérum. Madame, on a éliminé 40%. 40% Esma, si vous allez avec la valeur 40%, 56. vous serez un peu perturbé. Je vais retourner les 50%. Oui, c'est 40% du volume initial pour avoir un calcul direct. Oui. Madame, D'accord. Dans le lait, vous avez 80% de lactosérum. Lors de l'opération de délactosage, on va éliminer 50% du volume du lactosérum que vous avez, c'est-à-dire 50% de ces 80%. Vous pouvez faire le calcul tel qu'il est, c'est-à-dire vous calculez les 80%, puis vous divisez par 2 pour trouver le volume du lactosérum, ou bien le volume du lactosérum, il va correspondre à quoi? 50% de ces 80%, c'est 40% du volume initial du lait. Juste pour simplifier le calcul. Mais vous avez trouvé l'acidité du lactosérum 12. Donc, l'application numérique de ça, 12 fois. ça va être 56 fois 12. 6 moins 56. Et puisqu'il y aura une simplification, 56. voilà, donc ça va être le volume d'eau égal à le volume lactosérum, parce que l'acidité du lactosérum, c'était 12. Si la valeur elle est différente de 12, donc vous appliquez cette équation. Donc, نزيدوا ونجيب لك الشامبيون تاع. D'accord. Qui va permettre de faire, entre parenthèses, le lavage des graines de fromage, ce qui va permettre d'avoir des graines de fromage plus faibles et faciles à former. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux faire son formage même manuellement, à l'état initial. J'ai dit suite à l'ajout du volume d'eau, on procède à un deuxième brassage pour faire un rinçage des graines de caillé pour abaisser l'acidité d'une part et d'autre part pour donner au caillé une texture qui est ferme, pour qu'il soit plus formable. À l'état initial, si on touche par exemple ce caillé-là, c'est fragile, en mettant entre les doigts, il va sortir. Suite à l'opération de lavage, je peux former le fromage avec la main. Il est plus façonnable parce que le caillé, il est devenu plus dur, il n'est plus mou. D'accord? Deuxième brassage, il a une durée de 5 à 10 minutes, tout dépend de l'acidité que nous devons trouver. Mais essentiellement, vous devez atteindre une acidité de 6 pour passer à l'étape d'après.
Oui, le lavage va permettre d'extraire encore la quantité du lactosérum contenu dans le cahier et par conséquent le séchage du cahier. Plus tu extrais le lactosérum qui est dedans, plus la pâte devient dure. Voilà. مادام نريد لو سالي مازلنا ما وصلناش السلاج. السلاج c'est une opération qui se passera demain inchallah. مانيش نحضر عليهم. Non. باش ترجع غدوة. Si le fromage il est très bien semaine en arrière. La durée d'affinage de ce type de fromage elle est de 21 à 28 jours. Pas de précédent plus. 21 à 28 jours. Attends, allez, on va. Puis on va précipiter par un abaissement du pH pour atteindre notre donc on va abaisser le pH. Il y a des moyens ou des techniques d'acidification. Soit l'utilisation de l'acide lactique. C'est la technique idéale, mais c'est la technique la plus coûteuse. L'acide lactique et les chefs. Il y a quelques artisans qui produisent de l'acide lactique. Par quoi? Par un report du lactosérum de la veille. Maintenant, on va maintenir une quantité de lactosérum. Elle sera acidifiée. Mais suite à ça, bien sûr, il y aura une production d'acide lactique. C'est pas de l'acide lactique pur, mais on a une quantité acide. Mais il y a un risque essentiellement de contamination qui devient prononcé. Une deuxième technique, c'est l'utilisation de l'acide citrique. L'acide citrique est dosé à raison de 40 grammes par 100 litres de lactosérum. On peut le faire. Ou une troisième technique, c'est la plus simple, c'est l'utilisation de l'acide acétique. L'acide acétique, il n'est pas cher du tout, il est à la portée de tout le monde. L'acide acétique, on peut l'utiliser. Il est dosé à raison de 500 ml par 100 litres de lactosérum. Nos collègues vont utiliser de l'acide citrique, mais ils vont utiliser de l'acide citrique naturel. Donc, ils ont pris du jus de citron. C'est une technique, on va l'essayer. Donc, on va acidifier non pas avec l'acide citrique chimique, mais avec l'acide citrique naturel. Au cours de la fabrication, on a intérêt d'enrichir notre lactosérum avec du lait. On a intérêt, on peut faire sans passer avec l'enrichissement du lactosérum en lait se fait entre 10 à 20% de la quantité totale du lactosérum. Alors on ajoute du lait. Pourquoi? Vous savez tous que le lactosérum n'est pas gras. Normalement la matière grasse est retenue dans le caillé, dans le fromage. Donc le gras va développer un certain goût particulier. Il va donner un aspect onctueux à notre liqueur. Et en plus, on va augmenter le rendement. C'est clair? Donc avec Alex, on ajoute du lactosérum au cours de la phase de chauffage. Généralement, on ajoute du lait au cours de la phase de chauffage. Normalement, l'ajout du lait se fait à une température variant entre 65 et 70 degrés C. C'est-à-dire, c'est très important, avant d'atteindre le seuil de précipitation des protéines sériques. On peut saler comme on peut ne pas le faire. Le salage, c'est un moyen de conservation et un moyen de développer le goût. Voilà. Donc, comme nous avons fait cette étape de fabrication, quand est-ce qu'on est à quelle température? 72. On a rouge. Donc, on a comme la marche la température. Donc, comme la fabrication. Ah, on a rouge. Ah, ça y est. Donc, à partir de 75 degrés C, on va comment tester la présence de l'alcool. De 75 degrés C, peut-être le choix est rouge. À 60.